Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration de la responsabilité sociétale des entreprises. La RSE, quoi. C'est plus qu'un simple mot à la mode, on va voir que ça peut vraiment changer la relation entre une entreprise et la société. Pour y voir plus clair, on s'est penché sur pas mal de sources, des articles académiques notamment, d'une conférence à Pékin, des textes de loi comme la loi Pacte ici en France, et puis des études de cas. Notre objectif, décortiquer ce que la RSE veut dire aujourd'hui, ses différentes facettes et son impact bien concret. Oui. Et d'emblée, il faut lier la RSE au développement durable. Cette idée de répondre à nos besoins maintenant, mais sans compromettre l'avenir, quoi. Et au cœur de ça, il y a la théorie des parties prenantes. En gros, l'entreprise n'est pas juste redevable aux actionnaires. Ah oui, les fameux stakeholders. Exactement. Elle doit aussi considérer ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, la société civile et même l'environnement. C'est une vision, disons, élargie de sa responsabilité. Alors, un point qui m'a vraiment frappé dans les sources chinoises, c'est cette référence au Yijing, le classique des changements. Pour eux, le changement, la transition, c'est la seule base stable. Mhm. Ça tranche pas mal avec notre vision occidentale, parfois plus linéaire, non? Ouais. On cherche souvent à fixer les choses. C'est une perspective très différente en effet. Cette acceptation des contraires, le yin et le yang, ça pourrait expliquer comment un concept comme l'économie socialiste de marché arrive à fonctionner là-bas. Ce mélange qui nous paraît un peu paradoxal, oui. Voilà. Contrôle étatique et marché dynamique. Les textes de Pékin suggèrent que ça se voit dans la RSE. Moins de focus sur des objectifs quantitatifs figés et plus sur une capacité à, adapter le discours aux évolutions. Et on voit aussi des dirigeants qui ont une double casquette, parti et entreprise, ce qui illustre bien cette logique un peu différente. Alors que chez nous, en France, en Europe, l'approche est quand même plus formalisée, plus cadrée. Oui, c'est vrai. Le cadre légal s'est beaucoup étoffé. Déjà, la loi Grenelle II en 2010, ça avait posé des bases pour le reporting RSE des grandes entreprises, avec une vérification externe. Obligatoire, la vérification. Oui. Et plus récemment, la loi Pacte de 2019, elle a vraiment enfoncé le clou. Elle modifie le code civil pour dire que l'entreprise doit être gérée en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Elle ouvre même la possibilité d'inscrire une raison d'être dans les statuts de l'entreprise. D'accord, donc on passe d'une idée un peu vague à quelque chose d'inscrit dans le dur de la loi. Et alors comment ça se traduit au quotidien, par exemple pour les ressources humaines? Ah, ça change beaucoup de choses pour la GRH. On parle maintenant de GRH durable. L'idée, c'est vraiment d'aligner les pratiques RH avec les objectifs RSE de l'entreprise. On va même piocher dans le marketing avec des idées comme le marketing RH ou le personnel mix. Le but, c'est d'attirer et de fidéliser les talents. L'attractivité, la fameuse marque employeur. Exactement. Une entreprise engagée, ça attire surtout les jeunes générations, la Gen Y par exemple, qui cherchent souvent plus que le salaire, du sens, des valeurs, des bénéfices qu'on appelle symboliques, Et concrètement, pour un salarié, ça se manifeste comment? par des actions tangibles normalement. Plus de formation pour rester employable, un meilleur équilibre vie pro-vie perso, des politiques de diversité, plus d'attention à la santé, la sécurité, et une culture d'entreprise plus éthique, en principe. D'ailleurs, il y a la norme ISO 26000 qui donne des lignes directrices. Ce n'est pas une certification, mais un guide pour mettre ça en place en insistant sur la transparence, le dialogue. Bon, mais la question qui revient toujours, est-ce que tout ça, c'est bon pour les affaires? Friedman, lui, pensait que la RSE, c'était une perte de temps et d'argent pour les actionnaires. C'est les débats historiques. La théorie des parties prenantes, elle dit l'inverse. En satisfaisant tout le monde, salariés, clients, etc., on construit de la confiance, une bonne réputation, et donc à terme, ça améliore la performance. Et les études empiriques, elles tranchent. Les résultats sont assez mitigés. Beaucoup d'études trouvent quand même une corrélation positive entre RSE et performance financière. Mais voilà, le lien n'est pas toujours direct. Ça dépend beaucoup des méthodes, des données qu'on utilise. Oui, et puis comment on mesure l'impact réel? Pour éviter le greenwashing, le vernis vert, quoi. C'est tout le problème. L'audit social, la vérification des rapports RSE par des tiers indépendants, c'est crucial pour essayer d'assurer un minimum de crédibilité. Il faut aussi noter que dans les PME, c'est souvent différent. La RSE est moins formalisée, plus incarnée par le dirigeant, la dirigeante. Très liée à la proximité avec les employés et le territoire. L'intégration peut être plus naturelle parfois.
Donc la RSE, si on résume, c'est un concept vraiment complexe, une sorte de mosaïque. Ses applications varient énormément selon la culture, on l'a vu avec la Chine et la France, mais aussi la taille de l'entreprise. Oui. Et elle pousse clairement les entreprises à repenser leur façon de fonctionner et surtout leur gestion humaine. À intégrer, du moins en théorie, l'éthique et l'impact sociétal au-delà de la simple logique du profit. Ce qui nous laisse avec une question pour terminer, une question de fond peut-être. Est-ce que la RSE, au-delà des rapports et de la conformité, peut vraiment redéfinir le but ultime de l'entreprise? Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau pacte où le profit et, disons, une contribution positive à la société pourraient vraiment coexister durablement?